le programme cadre européen pour la recherche et l'innovation. Je suis Zoé Builbodin, je travaille pour la représentation de la région Normandie à Bruxelles, qui est un service de la région Normandie qui relève de la direction Europe et internationale et qui est basé à Bruxelles et via lequel on suit les appels des programmes gérés directement par la Commission européenne et par ses agences, donc comme c'est le cas aujourd'hui pour Horizon Europe. Quelques infos pratiques avant de commencer. Donc, a priori, vos micros et vos caméras sont coupés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou les temps de questions-réponses qu'on aura au cours de ce webinaire. Webinaire qui est enregistré. Donc, si vous participez à ce webinaire, vous participez également à cet enregistrement. Et la vidéo et la présentation seront rendues disponibles dans les prochains jours, voire même les prochaines heures, sous le lien qui est indiqué dans la diapo et via lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des replays et des webinaires de cette série, l'ensemble des replays et des présentations de cette série de webinaires que nous organisons sur les appels Horizon Europe. Donc, petit sommaire, une brève introduction de ma part, puis on passera dans le vif du sujet avec la présentation des appels des volets numériques et industrie du cluster 4 d'Horizon Europe. Ensuite, nous aurons un retour de l'entreprise WeCycling avec le projet Genesis, un premier temps de questions-réponses, puis ma collègue Manon Quérault, également de la représentation de la région à Bruxelles, présentera Jump Europe, l'outil d'aide au montage de projets européens de la région Normandie. Et puis, si on a toujours le temps et si c'est nécessaire, on organisera un dernier temps de questions-réponses. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions d'ici là. Et rapidement, en introduction, vous précisez que la Commission européenne va bientôt publier officiellement les programmes de travail 2026-2027 des différents volets thématiques d'Horizon Europe, le programme cadre européen pour la recherche et l'innovation, qui est un des principaux programmes européens qui est doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros jusqu'en 2027. Et donc, l'objectif de la série de webinaires qu'on organise, c'est de vous présenter ces appels à projets. L'objectif, c'est aussi de partager l'expérience d'acteurs normands qui sont impliqués dans ce type de projet Horizon Europe pour voilà, rendre un petit peu plus concrète cette expérience. Vous indiquez que la semaine dernière, nous avons déjà organisé 2 webinaires de présentation d'autres volets d'Horizon Europe et nous allons encore en organiser 3 ce jeudi et la semaine prochaine. Donc, si vous souhaitez y participer, participer aux webinaires qui n'ont pas encore eu lieu, vous pouvez encore vous inscrire via le site L'Europe s'engage en Normandie. Et encore une fois, vous y trouverez également le replay et les supports de présentation de ces différents webinaires. Et voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Johan Co et à Serge Bodjerenou, PCN Industrie et Numérique chez BPI France. Je vous laisse prendre la main sur les diapos et présenter les appels et l'accompagnement de BPI. Ok, bonjour à tous. Merci de vous être rendu disponible pour cette présentation. Je pense que c'est moi qui démarre. Oui, effectivement. Juste me présenter, Serge Bodjerenou, je suis responsable sectoriel sur le numérique à la direction de l'expertise de BPI France et depuis juin de cette année, j'assure la coordination du PCN numérique en fait chez BPI France. Et je pense que Johan, quand il prendra la parole, il fera sa présentation. Donc, juste un avant-propos, c'est que ce qu'on présentera ici est basé sur la V5 des drafts. Comme l'a dit Zoé tout à l'heure, la version définitive n'est pas encore disponible. On pense que ce sera dans les tout prochains jours. Et donc, tout est basé sur cette V5-là. Et donc, c'est susceptible entre cette V5 et la version définitive qui est quelques petits ajustements à la marge. Et donc, ne soyez pas surpris, en fait, si certaines choses changent. Donc, là, brièvement, le sommaire. Donc, on présentera Horizon Europe et le cluster 4, le guide des appels numériques. Et dans ce guide-là, on fera un focus sur certains types de projets, par exemple les projets IA. Et après, Johan prendra la parole pour présenter les appels industrie.
Donc, les cols horizontaux de l'industrie aussi. Et on finira par donner quelques infos pratiques. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je dirais que en fait, l'équipe PCA numérique est une équipe composée de 7 personnes. J'assure la coordination et en fait, on est sectorisé, on s'est un peu calé sur l'organisation précédente qu'on avait avant de prendre la responsabilité des PCN Horizon Europe. Et donc, il y a pour chacun disons, des thématiques ou des secteurs, il y a un responsable en fait qui a une expertise sectorielle sur ce secteur-là au sein de BPI France. Donc, l'organisation, la direction de l'expertise, en fait, chez BPI France est un peu l'équivalent des agences de l'innovation dans certains pays. Et dans cette direction de l'expertise dont nous dépendons, il y a une autre direction qui s'appelle la direction des filières industrielles, où il y a des responsables sectoriels qui sont des experts un peu sur chacun de leurs secteurs. Et donc, le monde, on l'a divisé en quatre. Il y a le numérique, la santé, les écotechnologies et l'industrie. Et donc, normalement, quel que soit le projet que vous avez, en fait, il ira dans un de ces quatre domaines-là. Donc, précédemment, nous avons, pour le compte de l'État, opéré le plan de relance, France 2030, et puis aujourd'hui, on prend une casquette supplémentaire, celle d'Horizon Europe. Donc, Horizon Europe, c'est un programme européen pour financer la recherche et l'innovation. Pour la période 2021-2027, elle pèse à peu près 96 milliards d'euros. Et le but, c'est renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union, stimuler l'innovation, la compétitivité, la création d'emplois, ainsi de suite. Donc, disons, c'est une façon de financer l'innovation en Europe. Et pour le faire, en fait, la Commission a une certaine architecture qui est basée sur un certain nombre de piliers. Il y en a trois principalement. Et en fait, le cluster 4 et l'école qu'on va vous présenter aujourd'hui dépendent du pilier 2. Et donc, pilier 2, chacun des piliers, en tout cas, le pilier 2, il est organisé par secteur, par cluster, pardon. Et nous, en fait, le numérique, l'industrie et le spatial relèvent du cluster 4. Donc, typiquement, par exemple, pour donner un exemple, la santé qui est en premier, c'est le cluster 1, et ainsi de suite, en fait. Donc, les appels du pilier 2 et du cluster 4 sont des appels qui sont top-down, c'est-à-dire que la commission définit une certaine architecture, un certain nombre de calls qui, une fois définis, en fait, ont leur scope et donc les attendus aussi. Et en fait, les gens qui candidatent sont plus ou moins obligés, en tout cas pour être retenus, sont obligés de rentrer dans ce moule-là. Et donc, les calls sont définis à l'avance, avec des budgets à l'avance, et ben, en fait, il faut, et avec des conditions d'éligibilité dont on parlera plus tard, et donc il faut aussi conformer. D'une manière générale, on attend des projets collaboratifs, transdisciplinaires, transsectoriels et transnationaux. Et les projets durent en moyenne 3-4 ans. Euh, on a des minimums, des budgets minimums de 2-3 millions. Et puis, ben, en moyenne, c'est 4-6 millions. Mais il faut avoir à l'esprit que, il y a une forte dispersion autour de cette moyenne-là, quoi. Il y a des projets qui sont à 75 millions. Et donc, bah, forcément, si la moyenne est autour de 5, bah, en fait, ça veut dire que la dispersion est assez grande. Donc, il y a trois types de projets, on en reparlera un peu plus tard, ou juste là, c'est-à-dire que il y a les projets RIA, qui sont des projets qui sont beaucoup plus en amont, où les TRL sont un peu plus bas, et où on est un peu plus proche des études de faisabilité, de la recherche, un peu plus de la recherche fondamentale. Les projets IA, qui sont des projets d'innovation qui sont plus proches du marché. Et puis les projets CSA qui sont plutôt des mesures d'accompagnement pour aider, par exemple, la mise en réseau d'acteurs, des choses comme ça.
Sur les conditions d'éligibilité, il y en a essentiellement deux. C'est la composition du consortium. Donc, on recherche d'abord au moins qu'un des partenaires soit une entité légale d'un pays membre et au moins deux autres entités légales établies dans des États membres ou dans des pays associés. Il y a aussi la condition de Gender Equality Plan, c'est sur la base du déclaratif. En fait, les porteurs de projets doivent avoir un plan d'égalité des genres, en fait, dans leurs propositions. Sur les critères d'évaluation, il y en a trois. Donc, l'excellence, l'impact, la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Chacun est noté 5 et ça fait une note de 15 au final, une note sur 15 au final. Et généralement, ça se passe en fait dans un mouchoir de poche qui est plus proche de 14,5, 14,5 que plutôt de 5, quoi. Et donc, la concurrence est assez élevée, en fait, pour les projets européens. Donc, l'excellence, c'est, clarté, pertinence des objectifs. On dit clairement ce qu'on veut faire. On dit si on respecte les restrictions et les expected outcomes que la Commission a donné, et puis il y a les impacts. Donc, il faut vraiment donner les impacts au niveau business, au niveau emploi. Je pense que tout ça, ça participe à ce que le projet soit bien noté. Donc ici, sur cette slide, j'ai choisi de présenter un peu l'architecture du programme de travail parce que je pense que, en fait, ça permet aux porteurs d'avoir une bonne lecture et de pouvoir être indépendant, en fait, dans la compréhension d'école. Donc, dans le programme, en fait, le work programme, il y a le sommaire et puis ensuite, il y a une partie où on donne, en fait, l'école qui relève par exemple, si on prend un col du digital, on va d'abord, et c'est pareil pour les autres domaines, pour le spatial et l'industrie, on donne d'abord les destinations, la destination du col, la sous-destination ou heading, et puis il y a le col qui a un nom. Allez, pour le cluster 4, on va dire un peu rébarbatif. On donne Horizon, donc pour Horizon Europe, CL4 pour cluster 4, 2000 donc 2026 par exemple, pour un call de l'année prochaine, ou 2027 pour un call qui va arriver en 2027. Après, il y a un numéro qui est la destination. Ensuite, il y a le domaine dont relève le call. Par exemple, là, on a choisi data. Data, c'est pour des calls plutôt IA. Et puis, il y a un numéro de call. Typiquement, si on voit sur la slide, il y a 4 exemples. Bon, j'arrive pas à lire très bien moi-même, mais on a pris des calls qui sont Digital Emerging, par exemple Digital Emerging 01. Ensuite, il y a le type de call, donc RIA pour ce call-là. Il y a le budget qui est associé au call à l'ensemble du call au topic. Le tout premier, je crois, c'est 17 millions. Et après, on donne le budget par projet. Là, c'est 17 millions aussi parce qu'on recherche un projet pour ce topic-là. Mais il y a des calls où, en fait, par exemple, il y a 45 millions de budget général. On recherche 3 calls. Et donc, en fait, le tableau, dans la colonne 1, 2, 3, dans la 4e colonne, on va donner 15 millions, en fait. Et puis, la dernière colonne, on donne le nombre de projets attendus. Donc, ça permet d'avoir une idée de ce que recherche la commission sur ce call-là. Et puis après, un peu plus loin dans le work programme, il y a une description beaucoup plus détaillée du call où là, on donne, par exemple, c'est un call digital, on donne les expected de UE contribution par projet. C'est un tout petit peu petit, donc j'arrive pas à très bien voir. Grosso modo, une seconde s'il vous plaît. Je vais projeter sur un autre écran où je suis un peu plus à l'aise. Donc, on donne ce qu'on espère de la contribution par projet, c'est-à-dire que si le budget il est de 17 millions, on s'attend à ce qu'on ne fasse pas une proposition de 19, par exemple. Et puis, donc le type de call, type of action, ça, je l'ai dit plus tard. Typiquement, le tout premier qu'on a pris, c'est RIA, c'est pour Research and Innovation Action.
Et ensuite, on donne les conditions d'éligibilité. Après, le niveau de TRL aussi. Et un peu plus bas, il y a les expected outcomes et le scope. C'est là où la commission définit à peu près ce qu'elle attend et qui doit servir de guidelines dans la proposition en fait, des porteurs de projet. Donc là, je vais donner, disons, un peu plus de détails sur l'ensemble des codes, sur la structure, mais encore une fois, je précise que ça concerne le draft 5. Et donc, on a un certain nombre pour 2026 et 2027 aussi, on a un certain nombre de destinations. Et donc, si on prend les projets numériques, ça relève de 3 destinations principalement. Destinations, je pense, non, 3. Attendez, juste un tout petit peu oublié. On est sur 3 destinations, je vous donnerai un numéro plus tard. Et il y a une destination qu'on partage avec l'industrie. Sinon, les 2 dernières destinations, on est tout seul. Et donc, il y a une date d'ouverture. Donc, pour 2026, c'est le 15 janvier. Et une date de fermeture, de clôture du col qui est le 15 avril. Donc, pour le numérique, c'est relativement simple. Les dates sont uniques et donc un peu plus facile à retenir. Pareil, en 2027, il y a 2 dates à retenir, la date d'ouverture 17 novembre et puis la date de clôture qui est le 17 novembre 2026 et la date de clôture qui est en 2027 qui est le 18 mars. Donc, comme je disais tout à l'heure, les cols du numérique sont repartis sur 3 destinations, 3, 4 et 6. Et en fait, la destination, généralement, ce que la commission dit, c'est que, ben, en fait, ça représente un peu en termes de politique publique là où ils veulent arriver. C'est pour ça qu'ils parlent de destination. Et ici, en français, on donne un peu, en fait, la description de la destination. Donc, cette slide-là, c'est pour donner une idée, disons, big picture d'école sur les 2 années 2026-2027. On voit que le budget, il est de un peu moins de 600 millions. Et ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a différentes destinations. La taille d'école est différente. Il y a différentes tailles d'école, ce n'est pas la même taille. Et si on fait un zoom sur 2026, le budget, il est de 285 millions et on voit que la destination 4 se taille un peu, c'est ce qu'on donne ici, se taille un peu la part du lion, au moins en nombre, ce qui est certain. Ben, en fait, sur les 2 autres destinations, il y a 3 cols. Pareil, si on fait un zoom sur 2027, ça donne une idée de la taille d'école. Le budget, il est un peu plus conséquent, il est un peu plus de 300 millions. Et il faut que j'accélère. Là, par contre, il y a la destination 4 qui est un peu plus grosse que les autres, mais ça a l'air un peu plus équilibré en destination. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire un zoom sur 2 secteurs, donc les télécoms, parce qu'on se souvient des télécoms et que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, sur les télécoms, j'ai vu qu'il y a à peu près 4 cols qui sont soit directement télécom pour le 3e col ou connexes au télécom. Donc, le 3e col est en 2027. C'est un col qui est la suite d'un call de 2025, donc la data 08 de 2025, qui était un gros call de 75 millions. Et donc, sur celui de 2027, on voit, c'est un call qui est IA. On s'attend à des applications du call de 2025 qui soient beaucoup plus proches du marché. Il y a Data 02 aussi, qui est assez télécom, où on cherche des solutions plutôt souveraines et OpenStack, donc plutôt du logiciel libre dans le domaine sur les terminaux, sur certaines briques logicielles. Donc, ça vaut le coup de regarder. Et puis, il y a le 2e call qui est plutôt un call IA où on cherche des applications dans le domaine des télécoms. Donc, j'ai donné ici un peu le détail des calls qu'il y a dans le Word Programme. Donc, je pense que je ne vais pas
Beaucoup m'étendent dessus, puisque le temps est parti, est en train de filer. Donc là, l'école IA, il y en a beaucoup plus. Le budget IA, il est de 390 millions. Ça représente à peu près 2 tiers du budget du numérique. Donc, il y a beaucoup de cols sur l'IA avec des budgets qui sont relativement conséquents. Alors, euh, juste, si je devrais faire un zoom, je dirais que il y a certains cols avec, par exemple, le Data 06, c'est beaucoup plus orienté Efficient and euh, Compliant Access to and Use of Data. Donc, en fait, là, on cherche plutôt de la data pour des besoins IA. Donc, en fait, et il y a deux domaines qui sont définis. Un premier domaine Area 1, donc je suis sur la ligne Scope, où on cherche plutôt des applications, je dirais, un peu du domaine public, et puis un domaine 2, où les applications recherchées sont plutôt du privé, qui sont liées à la data, automate key data processes, des choses comme ça. Donc, en termes de call aussi, il y en a un où on recherche, je ne sais plus très bien lequel c'est, je vais vous dire tout de suite, où on recherche des applications sur l'IA agentique. Donc, c'est le call Digital Emerging 02. L'IA agentique a le vent en poupe en ce moment et donc ça vaut le coup de peut-être regarder. Et ce qui est dit, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit la continuité d'un call de 2025. Donc, c'est vraiment à noter. Où s'appuie, en tout cas, c'est un call CSA, s'appuie sur le call 2025-03 Human 18. Donc, en fait, il faut se rapprocher de ce consortium-là dans la proposition. Donc, il y a certains calls IA qui sont des calls en cascade où il y a du FSTP, donc Financial Support to Third Parties, où en fait les lauréats sont supposés eux-mêmes accorder des grants à, à d'autres partenaires qui ne sont pas des partenaires directs, qui sont des partenaires indirects. Donc, c'est une particularité dont il faut avoir vraiment conscience quand on candidate. Donc, ce sont les calls qui sont challenge-driven. Il y en a principalement deux de mémoire. Donc, il y a un certain des calls qui sont, disons, horizontaux, qui ne relèvent pas directement du call du cluster qui relève, ou alors je dirais qui relève du cluster 4. Mais en tout cas, qui sont des calls horizontaux, il y a des calls IA, mais ça relève du numérique. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler ici. Il y en a, je crois, 5. Oui, effectivement, il y en a 5. Le tout dernier, il est plus pour des doctorants, donc vraiment orientés recherche. Il faut dire que ces 5 calls-là, la façon dont ils sont, enfin, dont ils sont écrits, on a l'impression que c'est, et je pense que ce n'est pas qu'une impression, c'est vraiment destiné au monde académique. Après, aujourd'hui, la compréhension qu'on a, c'est on n'est pas certain que c'est uniquement le monde académique. On pense qu'on peut embarquer aussi des acteurs du monde, je dirais, industriel ou du monde de l'entreprise, mais c'est, je pense, quelque chose qui sera précisé par la commission, en fait, dans les versions définitives ou un peu plus tard. Donc, je pense que je ne vais pas m'étendre sur ces cols-là. Il y en a 5. Il y en a certains où c'est générique. Typiquement, le tout premier, on parle de Thematic Networks of Excellence for AI in Science. Et si on regarde bien, celui qui suit, c'est quasiment le même col, sauf que là, on précise qu'on recherche des applications en agriculture et en environmental pollution. Pareil pour le col qui suit.
On dit Automatic Scientific Discovery, et le suivant, en fait, c'est quasiment la même chose, mais très orienté food. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Peut-être qu'il y aura des questions qui permettront de clarifier certaines choses, et je passe la main à Joël. Merci Serge. Je prends la main maintenant. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Johan Co et je fais partie de l'équipe PCN sur le cluster 4 au sein de BPI France. Et en particulier, mes thématiques sont sur tout ce qui va toucher à l'énergie et la décarbonation de l'industrie. Je vous présente rapidement l'équipe qui travaille sur le cluster 5, le cluster 4, pardon, au sein de BPI France. Donc on a Alice, Alice qui est la coordinatrice de ce PCN, de ce rôle de PCN au sein de BPI France sur l'industrie. Et ensuite, vous avez une ribambelle d'acteurs, dont moi. Et je vous laisse du coup avoir la répartition, enfin lire la répartition par thématique qui est indiquée sur cette slide. Et aussi, un point important, pour nous contacter, vous avez une adresse mail générique qui est pcnindustrie@ppifrance.fr. Après, rien ne nous empêchera, une fois un premier contact établi, de fonctionner avec les adresses mail professionnelles, mais dans un premier temps, afin de centraliser l'ensemble des sollicitations, n'hésitez pas à utiliser cette adresse générique. Donc, ma présentation, enfin ma partie sur l'industrie, je vais les construire comme ça. Une première partie assez générale sur le cluster 4. Et ensuite, on fera un focus sur un call horizontal qui s'appelle CID Clean pour Clean Industrial Deal. Et puis, on finalisera la présentation par quelques aspects pratiques, notamment sur la recherche de partenaires. Donc, quelques nouveautés déjà sur le programme 2026-2027. Ce n'est pas propre au cluster 4, mais c'est important d'avoir ce genre d'informations. C'est que déjà, il y a des nouveaux pays qui sont associés, donc qui peuvent bénéficier de fonds d'Horizon Europe qui ont été intégrés. Donc, il y a la Corée et la Suisse en 2025. À noter qu'il y a des négociations en cours avec le Japon, que l'Australie aussi devrait débuter des négociations à partir de début 2026. Et donc, ce sont potentiellement 2 pays qui vont intégrer Horizon Europe d'ici peu. Il y a un deuxième point sur du budget non attribué côté biodiversité et climat qui a été du coup redispatché dans le cluster 6. Et puis, un autre point important, ça concerne les entités chinoises ou les entités détenues par des actionnaires chinois. Ce qu'il faut avoir en tête, du coup, lorsque vous comptez déposer un projet ou travailler avec des entités qui ont des liens capitalistiques avec la Chine, se référer au texte du call en particulier que vous visez, et puis de l'annexe générale sur les conditions pour voir si votre call permet de travailler avec des Chinois. Mais globalement, il y a une restriction qui est assez forte sur cet aspect-là. Et j'ai envie de dire, si vous pouvez éviter de travailler avec des entités détenues par des acteurs chinois, c'est mieux. Et puis un dernier point sur le Clean Industrial Deal dont j'avais parlé en introduction, qui est une nouveauté en termes de financement sur Horizon Europe pour 2026-2027 et pour lequel je vais revenir un peu plus tard. Justement sur l'aspect général de ce Clean Industrial Deal et quel est le contexte et d'où ça vient, il découle tout simplement du rapport Draghi, principalement du rapport Draghi sur la compétitivité et l'innovation en Europe, la nécessité d'aider les industries qui consomment notamment beaucoup d'énergie à optimiser leur coût de production via justement l'innovation et la décarbonation. Et pour cela, du coup, en parallèle, financer l'innovation dans la partie développement des technologies propres, technologies net zéro. Donc c'est ça le contexte pour le Clean Industrial Deal. Et puis, c'est ce qui justifie aussi le fait, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard, que l'enveloppe allouée à ce type de call est très, très, très conséquente. Donc maintenant, si on se resterait un peu plus concrètement sur le cluster 4, par rapport à l'an dernier, il y a des destinations qui ont fusionné. Donc la première et la deuxième
destinations par rapport aux années précédentes ont fusionné dans une seule qui s'appelle Leadership dans les matériaux et la production pour l'Europe. C'est elle qui concentre, à vrai dire, quasiment l'ensemble la grande majorité des cols. On a la destination 4, IA pour du coup, atteindre une autonomie stratégique qui concentre aussi, enfin qui représente quelques cols, mais principalement c'est bien le leadership dans les matériaux et la production pour l'Europe qui porte les budgets les plus conséquents. Et puis le col horizontal, CID. Du coup, concrètement, sur les destinations, vous avez sur cette slide-là les thématiques précises par destination. Et donc, vous voyez aussi que dans la première destination, donc Leadership in Materials, vous avez l'ensemble des sections qui recouvrent, comme je le disais, une bonne partie des cols. Je ne vais pas les lire, ça n'a pas apporté de plus-value, mais ça permet d'avoir déjà une première vision par rapport à votre technologie, votre projet, où est-ce que vous pouvez vous positionner. Et une vision sur le budget aussi. Sur le budget, sur le type de call, sur la partie entre IA et RIA. Donc, sur la partie gauche du slide, vous avez la vision notamment de l'impact du Clean Industrial Deal que je mentionnais. Donc, vous avez quasiment la moitié. On est en millions là, hein, sur le camembert. Donc, vous avez quasiment la moitié du budget pour le cluster 4 qui est porté par le Clean Industrial Deal. Et ensuite, en deuxième, vous avez la partie Fast Tracking Circularity aussi qui prend une partie assez significative du budget. Et puis ensuite, les autres quasiment par plus ou moins égales. Et on est sur un cluster 4 qui est principalement porteur d'innovative action, donc sur des calls avec des TRL plutôt élevés. Les RIA sont un peu moins présents sur le cluster 4. Et ça, c'est une slide qui est intéressante, moi que j'aime bien personnellement. C'est une slide qui vous donne la vision sur l'agenda. Avec, si je vous donne un peu les clés de lecture, vous avez du coup sur la gauche en haut les cols qui vont ouvrir le plus tôt, donc c'est-à-dire en janvier, mais déjà dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine et en janvier 2026 pour les premiers, en sachant que du coup sur la deuxième ligne, vous avez trois topics, 3 calls qui sont en fait 2 étapes, donc avec une première étape où vous déposez une short application qui est du coup analysée. Si vous avez un feu vert, on vous demande de déposer une application un peu plus complète. Donc ça veut dire que vous avez en gros un certain nombre de topics de code qui va ouvrir donc dès maintenant, dès le début de l'année prochaine et qui va courir jusqu'à avril 2026 ou avril ou peut-être fin mars pour les plus tôt. Et puis vous avez une deuxième salve en bleu qui arrivera en septembre 2026 avec une date de clôture en février 2027. Donc ça, c'est pour l'école sur l'ensemble des 3 destinations du cluster 4. Et en orange, sur le bas, vous avez le calendrier pour le call horizontal Clean Industrial Deal. Et donc là, vous avez pareil deux salves, une qui s'ouvre dès la semaine prochaine avec une clôture en septembre 2026, et puis une deuxième période qui va s'ouvrir dans un an, en janvier 2027. Pour couvrir, pareil, la même période. Donc, sur les slides qui vous seront mis à disposition par la cellule Europe de la région Normandie, vous allez avoir le détail de l'ensemble des calls que nous avons analysés et dont nous avons extrait les principales informations, les tips, les points clés, les éléments à retenir pour préparer au mieux sa proposition, la rédaction de la proposition, et pour aussi en premier lieu savoir si son projet ou son expertise est adapté au call. Je vais pas les balayer moi aujourd'hui sur ce webinaire puisque ce serait trop
beaucoup trop chronophage. Par contre, ce que je vais faire, ce que j'avais annoncé, c'est que je vais... Bon, ça apparaît quand même. Alors, je vais le faire à la main. Donc, juste pour vous donner l'exemple, ça ressemble à ça. Le détail le détail d'un call que vous avez du coup sur le PDF qui vous sera mis à disposition par la région Normandie. Mais on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. On va passer directement au focus sur le Clean Industrial Deal, pacte pour une énergie propre, si je le fais en bon français. Et donc, sur ce call-là, qui est en fait divisé en deux calls, vous en avez un premier donc, qui s'appelle recherche et innovation en support du pacte pour une énergie propre. Et donc, on est sur la décarbonation, bien qui est revenu en arrière. Et donc, on est sur la décarbonation des industries énergie intensives avec donc des TRL élevés attendus sur ce type de projet, des budgets conséquents, on est de l'ordre de plus de 100 millions d'euros répartis sur chaque période que j'ai présentée tout à l'heure. Et avec ce premier call, l'objectif, c'est d'adresser un domaine technologique en particulier, ou potentiellement aussi une combinaison d'un des domaines technologiques visés, que vous avez du coup ici, à savoir le CCUS, l'utilisation d'énergie propre, donc d'énergie bas carbone, pour l'industrie, donc soit par exemple le développement d'ENR sur des usines, la valorisation de la chaleur résiduelle, chaleur fatale, l'électrification des procédés, décarboner un procès de fabrication de manière générale. Et le troisième domaine, la troisième thématique, c'est la circularité, l'efficacité des ressources, donc c'est-à-dire réussir à utiliser moins de ressources pour produire un matériel, un produit équivalent. Moins de ressources, ou en tout cas utiliser mieux ces ressources de manière à diminuer et améliorer l'empreinte carbone des produits in fine. Donc ça, ce sont les trois domaines visés par ce call. Et comme je le répète, hein, le projet peut se restreindre à l'un de ces thématiques, ou il peut aussi en couvrir deux, voire trois. Et comme on est sur les TRL élevés, dans le cadre de ce call, ce que l'on attend aussi, ce sont la production, la fabrication, la démonstration de prototypes dans un environnement industriel, avec aussi un argumentaire sur la viabilité économique, sur le business model, qui soit le plus robuste possible, le plus convaincant possible, de manière à ce que la solution développée ou les solutions développées, projetées, soient rapidement déployables dans l'Union européenne sur différents secteurs industriels, idéalement. Ce qui est important aussi sur cet appel à projet, ce qui est encouragé de la part de la Commission européenne, c'est qu'on veut que le consortium soit à la fois porté par un industriel, donc prévoyez un coordinateur qui soit un industriel sur ce call, ce sera forcément bien vu, et avec, si je reprends les termes de la Commission européenne, un nombre restreint et gérable de participants. Donc vous pouvez viser 10, c'est à titre indicatif ce qui est indiqué sur le second call. 10 partenaires, c'est une bonne cible, avec aussi idéalement une représentation de PME, une part de PME dans l'ensemble de ces partenaires qui soit significative. Et donc le deuxième call qui est sur le CID, lui, il porte sur la partie clean technology, donc technologie net zéro, on va dire, et climat. Et là, encore une fois, il y a des domaines qui sont visés par la Commission européenne. Donc ces domaines sont les systèmes énergétiques à émission nette, donc technologie net zéro, la production d'électricité
net zéro ou bas carbone, et tout ce qui est technologie de stockage, carburant renouvelable, captage aussi, utilisation de carbone pour améliorer l'empreinte carbone, réduire le GES. L'objectif ou ce qui est attendu sur ce call, c'est de développer, monter, démontrer euh, que la technologie qui est visée, la technologie du coup, propre, net zéro, qu'elle soit proche du stade de commercialisation, mais ça c'est souligné par le TRL de sortie attendu à 8, hein. Et puis, là encore, comme on est sur un TRL élevé, il y a aussi une volonté d'avoir une démonstration claire sur la compétitivité qui passe notamment par le LCOE, le coût actualisé de l'énergie, qui devrait être enfin, le principal ou un des principaux indicateurs dans la proposition à mettre en avant sur la proposition pour montrer que le projet a un potentiel en termes de compétitivité significatif. Et là encore, comme le premier call que je présentais juste avant, on retrouve l'importance d'avoir un consortium piloté par un industriel, un nombre de partenaires restreint à 10, et puis une présence des PME qui soit significative. Et un point en plus qui n'est pas cité sur le call précédent, mais sur celui-ci, mais on le retrouve aussi sur d'autres calls de manière générale, que ce soit sur Cluster 4 ou 5, c'est qu'idéalement, si le projet peut s'appuyer sur des résultats de projets R&D précédents, c'est forcément aussi un plus. Ça peut être des projets de R&D soutenus par Horizon Europe ou soutenus dans un pays membre au niveau national. Ça, c'est pas restreint, il n'y a pas de condition là-dessus. Ou peut-être même, idéalement, c'est pas écrit comme ça, mais si vous pouvez vous référer dans la rédaction à, par exemple, un programme de R&D ou un projet soutenu par un partnership ou par un joint programme de l'Horizon Europe, ça peut être aussi une façon de valoriser la proposition, la rédaction enfin, la proposition que vous ferez sur votre projet. Donc, j'ai terminé sur le focus sur le CID. Je vais passer maintenant à la partie information utile, tips et accompagnement. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent très bien déjà l'ensemble de ces sites que je vais citer et des quelques outils que je vais citer juste après. L'idée, c'est d'être le plus général ici possible. Vous avez, donc en site de référence, hein, vous avez le site d'Horizon Europe. Vous avez le deuxième, Funding Tunnels Portal, où vous retrouvez l'ensemble des calls, et notamment leurs détails. Vous avez aussi maintenant une application, la Commission européenne, qui vous permet de retrouver un certain nombre d'informations directement sur votre smartphone. Et maintenant, les tips sur la partie recherche de partenaires, parce que c'est un des nerfs de la guerre sur Horizon Europe. Donc, bon, déjà, le plus basique et le plus simple et le plus naturel, c'est de faire appel à votre réseau personnel, professionnel, en France et en Europe, ou dans les pays associés. On a parlé tout à l'heure du Japon, par exemple, enfin, du Japon qui va entrer. Mais dans les pays associés à Horizon Europe, si vous avez des entités de recherche, des sociétés qui peuvent être pertinentes, c'est bien de créer du lien sur cette base-là. Un bon fournisseur d'informations ou de sources, c'est le site Cordis qui vous permet de télécharger, d'avoir une vision sur l'ensemble des projets Horizon Europe et H2020 qui ont été financés par le passé et d'avoir donc, non seulement le contenu du projet, mais aussi le nom du coordinateur, enfin l'entité coordinatrice du projet, et de pouvoir lui écrire via le site. Ça, c'est une bonne manière de faire. Vous avez le site Funding Tenders Portal. Deuxième page sur les sources pour trouver des partenaires. Vous avez le réseau EEN aussi,
avec le site internet que vous avez ici, qui en France est régionalisé. Donc, en fonction de votre région, vous aurez un interlocutrice privilégié. L'association des cabinets de conseil peut vous appuyer plus sur la partie rédaction, préparation à la proposition, mais potentiellement aussi via son réseau à trouver des partenaires. Et puis vous avez ce qu'on appelle les brokerage events, donc des événements de matchmaking entre partenaires potentiels. Donc là, vous avez un exemple, mais il y en a d'autres disponibles avec les informations disponibles sur la page Horizon Europe ou alors sur les pages de partnership existantes, notamment par exemple NCP for Industry. Et pour terminer ma présentation, après la partie du coup mise en relation, un petit focus sur deux aides financières là, potentielles pour vous appuyer sur la partie rédaction, préparation à participation à Horizon Europe. Donc le premier dispositif financier s'appelle DIAG PTI, PTI pour Partenariat Technologique International. Et donc à quoi sert ce dispositif? C'est qu'il permet de vous préparer à rédiger, déposer un dossier de candidature à Horizon Europe. Il y a aussi une aide potentielle sur la partie négociation autour de l'accord de consortium, par exemple. Et donc ça, c'est un cabinet de consultants qui est mandaté par BPI France, qui vous accompagne, qui s'adresse, donc ce DIAC s'adresse aux startups et PME. Et l'aide financière, concrètement, c'est une prise en charge à 50% de la prestation du cabinet de conseil à hauteur d'une assiette de 25 000 € hors taxe. Et donc ça, quand je dis BPI, c'est un dispositif qui est géré par BPI, mais c'est bien l'État qui est derrière, c'est de l'argent public. Et le deuxième dispositif qui s'adresse, lui, aux acteurs académiques, aux laboratoires de recherche ou chercheurs, donc c'est le MRSEUI. Là, c'est opéré par l'ANR et pas par BPI France. Et donc l'objectif de ce dispositif, c'est de identifier les projets portés par, ou les sujets portés par des chercheurs, des laboratoires de recherche, pour vous permettre de financer, pareil, tout ce qui est prestation de services, frais de personnel pour le montage de dossiers pour Horizon Europe. Et donc là, le dispositif, lui, il est différent par rapport au premier DIAC, c'est que vous avez une soumission, vous pouvez soumettre votre dossier en continu à l'ANR, pardon. Et il y a 2 sessions par an qui, sous forme de concours, vous permettent de présenter votre projet et d'être retenu ou pas. Et vous avez le lien qui est sur la slide juste là. Et j'ai terminé pour la présentation et on passe à une partie questions maintenant. Questions-réponses. Peut-être qu'il y a des questions brûlantes pour Johan et Serge. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous avez indiqué sur le focus sur les appels du Clean Industrial Deal me semble particulièrement important parce que la Commission européenne prépare sa prochaine génération de programmes pour la période 2028-2034 et elle prépare notamment un nouvel instrument financier qui va s'appeler le Fonds européen pour la compétitivité. Et on a plus ou moins compris que ces appels Clean Industrial Deal ont vocation en fait à faire le pont avec le Fonds européen de compétitivité et voilà, commencer à définir de nouvelles modalités de soutien pour tout ce qui est projet innovant, vraiment faire le lien entre l'innovation plus que la recherche et le pré-déploiement commercial en gros. Donc voilà, cette nouvelle génération, enfin ce nouveau type d'appel qui arrive en fin de programme Horizon Europe actuel pourrait préfigurer des appels qui se multiplieront à partir de 2028. Donc voilà, à avoir en tête. Si, dans la conversation. Non, il n'y a pas de questions dans le chat.
Donc on peut peut-être, je vais reprendre le contrôle de la présentation, on peut peut-être passer au témoignage de WeCycling et ça donnera peut-être le temps aux participants de formuler leurs questions. Puis là, ça permettra vraiment de rentrer un petit peu plus concrètement sur finalement un projet Horizon Europe, comment ça marche, comment on se positionne sur les appels, comment on devient partenaire. Donc là, Serge, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je me présente Serge Kimbel. Moi, je suis le PDG du groupe WeCycling. On travaille, nous, dans le recyclage et dans la production de métaux critiques à partir de déchets, notamment de déchets électriques et électroniques. On a une expérience dans les projets européens depuis maintenant 3 ans. Alors, le premier auquel on a souscrit, c'était le projet Icon. Euh, et c'est par ChipGU, et maintenant on est sur Genesis à travers Horizon Europe. Et en fait, bon, nous, notre intégration à ce type de projet a été facilitée par le fait qu'on est venu nous chercher. Donc, ça, c'est des clients à nous qui sont venus nous intégrer à ce type de projet. On ne connaissait pas vraiment la démarche. On ne savait pas vraiment quoi on s'engageait aussi, parce que d'un point de vue administratif et de préparation de la proposition, c'est un énorme travail. Euh, nous, sur le premier projet, on a été Work Package Leader. En plus, c'était pour une initiation, c'était une bonne entrée en matière. C'était les 2 projets sur lesquels on a participé, auxquels on participe encore actuellement, sont des gros projets, hein, puisqu'on est sur Genesis, je crois qu'on est une 50aine, 15 pays différents. Sur Icon, on doit être pas loin de 35. Il y a aussi, il y a aussi le projet Futura, mais qui est plus dans un domaine un peu académique. Euh, le sujet peut-être sur lequel nous on est positionné dans ce projet, nous on va s'occuper d'un seul axe parmi une centaine d'axes qui sont développés dans le cadre de Genesis, puisque l'objectif de Genesis, c'est de réduire l'impact du monde des fabrications des semi-conducteurs. Donc ça va sur des aspects de traitement des gaz, sur l'aspect de recyclage, sur l'aspect de substitution de matériaux. Donc, enfin, il y a beaucoup d'aspects qui sont gérés sur ce projet. Nous, on va traiter principalement les métaux, donc que ce soit le niobium, le cuivre, le gallium, et réussir à travailler sur la circularité de ces métaux au sein du monde des semi-conducteurs. Donc, le premier conseil peut-être que je donnerais, même si on n'a pas eu à le faire, sur la recherche de partenaires, je pense que ça, c'est fondamental d'aller interroger ses propres clients ou sous-traitants, puisque ça peut créer un lien très fort et qui peut durer, parce que, comme ça a été précisé précédemment, bien, quand on lance un projet, ce projet peut avoir des répercussions sur d'autres projets derrière, et on est amené à travailler vraiment dans la longueur avec les partenaires. Donc ça crée un lien qui est quand même fort, un peu différent du lien commercial, mais qui voilà, soutient le lien commercial quand même d'une certaine manière, de par ce renforcement de lien avec le sous-traitant ou le client. Donc ça, faut le voir d'un côté recherche, naturellement, faire avancer le sujet conjointement avec l'ensemble de la profession, mais on peut le voir aussi d'un côté commercial, puisque derrière, eh bien, on resserre des liens avec des partenaires, on va créer de façon un peu à part du projet aussi, peut-être des applicatifs avec un ou 2 partenaires. Et ça, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on voit sur les sujets qu'on a pu traiter dans les projets européens qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ce qui est très intéressant, important aussi, le deuxième conseil, c'est dans la rédaction de l'offre. Quand on est plusieurs partenaires, ça peut être rapidement un peu brouillon. Et tout le monde avec beaucoup de recoupements. Donc il faut être très très en lien et très axé sur les indicateurs de performance que vous choisirez. Ça, c'est vraiment tout axé autour des indicateurs de performance est vraiment crucial. Il y a beaucoup, dans ces appels à projets, il y a à la fois les thématiques qu'on va aborder et les démonstrateurs, ce qu'ils appellent les use cases généralement. Euh,
pareil. Il faut vraiment que chacun des cas applicatifs serve les indicateurs qui vont être sélectionnés et bien l'expliciter dans l'offre et de réussir à bien articuler l'ensemble des cas applicatifs euh, et la structuration de ces différents cas applicatifs et de la façon dont ils vont servir l'indicateur ou les indicateurs sélectionnés. Euh, je pense que c'est un des sujets à la fois en amont pour que l'offre soit retenue, mais c'est aussi énormément suivi derrière dans les différentes revues qui sont faites par la Commission européenne. Généralement, alors, sur les 2 ou 3 projets, ces 3 projets qu'on a fait, c'était des projets qui étaient sur 3 ans. Il y en a un qui est sur 4 ans. Et à chaque fois, chaque année, il y a une revue qui est faite par les auditeurs de la Commission européenne. Et ils vont vraiment axer toutes leurs questions et naturellement sur les délivrables qui ont été mentionnés dans la proposition, mais aussi sur l'avancement de l'indicateur. Donc là, c'est vraiment un point qu'ils vont rechercher dans la lecture de l'offre. Voilà un peu ce que je pourrais vous partager. C'est vrai que les portails de la Commission européenne au début peuvent paraître assez mal foutus. On s'y fait. On s'y fait. Important aussi d'avoir un coordinateur de projet qui soit quand même un peu aguerri à l'organisation d'un projet européen, parce que c'est beaucoup de travail d'animation. Naturellement, j'enfonce une porte ouverte en disant que plus vous serez partenaire, plus c'est compliqué à gérer. Mais vous parliez tout à l'heure d'une dizaine de partenaires, ne serait-ce que 10 partenaires à vraiment motiver tout le long d'un programme, parce que naturellement, tout le monde est très content quand le projet est signé. Mais pour derrière la réalisation, c'est très important d'avoir quelqu'un qui a cette habitude un peu de gestion diplomatique de projet, parce qu'on ne va pas avoir de lien hiérarchique, c'est vraiment un travail collaboratif, ce qui n'est pas simple. Et donc avoir quelqu'un qui est un peu aguerri en la matière, c'est quand même un gage de succès. Et je pense que c'est aussi observé par la Commission européenne dans l'étude des dossiers. Avoir quelqu'un, même d'externe des fois, hein, il y a des gens qui en ont fait leur profession. Ça peut être un atout et un gage de valeur de la proposition face à beaucoup de projets qui sont quand même présentés dans ces appels à projets. Donc, pour avoir augmenté ses chances de succès, je pense que montrer qu'on a une structuration des différents working packages, des différents use cases, de comment ça va être animé, comment on va faire en sorte que ce qui est décrit va se réaliser, ça c'est très important. Donc voilà, ce seraient les points sur lesquels j'insisterai pour que le projet soit à la fois une réussite au niveau de l'écriture et de sa sélection, mais aussi dans sa réalisation. Merci beaucoup pour votre témoignage. Dans le chat, j'ai mis et aussi pour illustrer ce que disait Johan à la fin de sa présentation, j'ai mis le lien vers la page Cordis du projet Genesis. Comme ça, voilà, ça permet de rentrer un peu dans concrètement ce qu'est le projet et illustrer Cordis. Et du coup, peut-être, puisque vous avez commencé en évoquant le fait que vous avez été Work Package Leader, donc vraiment avec un rôle important dans la mise en œuvre de votre premier projet européen, peut-être concrètement, qu'est-ce que ça représente en termes d'implication, en termes de reporting, parce que voilà, souvent on décrit les financements européens comme une opportunité et c'est vrai, mais il y a aussi des devoirs qui sont liés à l'opportunité financière. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait. En fait, je vais prendre l'exemple du projet Icon, dans le cadre dans lequel on était effectivement Work Package Leader. Là, l'idée était de travailler dans le monde de l'électronique et de réussir à fabriquer une électronique plus durable. Donc là, vaste sujet. Il y avait un volet sur l'éco-design, un volet sur le recyclage et la circularité, un volet sur les matériaux utilisés. Nous, on est Work Package Leader de la partie recyclage. Et donc, à partir de là, on va voir sur l'ensemble des gens qui se sont manifestés bien les contributions qu'ils peuvent apporter. Il faut essayer à voir à travers toutes les contributions qui peuvent être
fait, et aussi en ayant recherché un petit peu aussi tous les savoir-faire des différentes entreprises ou institutionnelles, leurs atouts, et de réussir à combiner tout cela pour que l'ensemble du working package, encore une fois, va servir un indicateur. Là, l'indicateur sur le recyclage était plutôt facile dans le sens où on était sur une idée de circularité, donc réussir à réduire l'impact des matières premières utilisées, donc en travaillant avec le plus possible de secondaires. Donc là, on avait en fait un ratio, voir comment on pouvait augmenter le ratio entre la ressource primaire et la ressource secondaire. Et le deuxième était le taux de valorisation des métaux critiques dans le monde de l'électronique. Et à partir de là, eh bien, on va essayer d'agréger les différents cas pratiques qui étaient dans le monde de l'automobile, réussir à faire des converteurs, des inverteurs qui soient mieux recyclables. Donc, on a travaillé à la fois sur l'éco-design avec un autre working package. Très important, c'est le lien aussi entre les working packages. Donc, le working package leader va avoir ce rôle de lien avec les autres travaux qui sont effectués. Ça ne doit pas être trop siloté, même si dans un premier temps, on est obligé de le faire pour structurer un peu le working package. Donc, il y a ce lien avec les différents chapitres en fait de ce projet qui a été fait par le Working Package Leader. Et puis derrière, c'est de l'animation. Donc, c'est tout bêtement des meetings mensuels pour voir où en est l'état d'avancement, où sont les points de blocage. Régler des fois certains conflits ou réussir à faire en sorte que les différents participants travaillent bien à la hauteur de l'investissement homme qu'ils avaient mentionné sur l'appel à projet. C'est toujours très délicat parce que bon, il faut agir de façon un peu diplomatique là-dessus, mais bon, c'est important de le suivre. Sur les phases sur les phases amont, effectivement, en tant que Work Package Leader, on a aussi la définition de tous les livrables et des grandes étapes clés. Là aussi, ça c'est un point crucial puisque c'est ça qui on va être jugé sur les livrables qu'on va fournir et les livrables qu'on va fournir vont servir les indicateurs de performance et montrer qu'on a quand même pensé à des issues de secours quelque part. Si on a des projets qui sont à des TRL qui sont plutôt bas, bien, il peut y avoir des étapes clés qui ne pourront pas être franchies après une année ou 2 années d'études. Voilà, il faut pouvoir montrer aussi que ça ne va pas bloquer complètement le projet et qu'il y a des issues de secours qui sont prévues ou des alternatives qui sont prévues dans leur continuité. Donc, il faut s'assurer que ces étapes clés, ces délivrables, eh bien, il y a toujours un responsable de tâche qui soit nommé, puisque dans un working package, il y a toujours des sous-tâches qui sont des tâches et des sous-tâches qui sont mentionnées. Avoir un bon leader par sous-tâche, par tâche, ça c'est un bon point de relais et c'est important aussi dans la structuration de la proposition. Et puis faire en sorte que à partir du moment où une tâche qu'un délivrable est réalisé, on ait pensé aussi à voir comment ce délivrable va être analysé par le reste des membres du working package, mais aussi par des membres d'autres working packages. Je pense que ça aussi, c'est important de le montrer dans sa proposition, de voir qu'il y a vraiment cette coopération qui s'opère. La coopération et les projets coopératifs, voilà, il faut que ça se sente dans la proposition. Ça ne doit pas être une adjonction de différentes sociétés qui vont travailler en parallèle. Il faut vraiment montrer l'intérêt de travailler à 2 ou à 3 et ensuite d'un groupe de 3 avec l'autre groupe de 3. Enfin voilà, il y a une articulation à montrer dans sa proposition. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important, à la fois pour le succès du projet, mais aussi pour l'offre, pour que l'offre soit retenue. C'est important pour le projet parce que si c'est pas bien défini, on peut remarquer que souvent, entre les gens qui réalisent les propositions et les gens qui réalisent le travail de recherche derrière, il peut y avoir des disparités. Et du coup, ça peut vraiment ralentir l'exécution du projet. Donc ça, c'est aussi important de bien statuer sur qui est responsable de quelle tâche, qui va faire partie de la tâche, quelles sont réellement
les éléments qu'il va apporter, qu'ils vont apporter, et qui va rédiger le délivrable au final. Ok, merci beaucoup pour ce retour vraiment complet. Et ce que je trouve intéressant, peut-être pour conclure, c'est que bon, ça peut sembler complexe, mais que enfin, ça entraîne une dynamique finalement. Une participation en entraîne une autre, et une fois qu'on a mis le pied dans la porte, finalement, on y C'est revient. de la Et gestion de projet, hein, c'est de la ouais. gestion de projet. Ça peut paraître compliqué quand on est à 50 autour de la table, ce l'est. Mais voilà, au fur et à mesure des échanges, il faut voir que la rédaction d'une proposition avec autant de personnes, c'est facilement 2-3 mois de travail assez intensif. Donc, bon, voilà, c'est sûr que les premières réunions, c'est un peu fouillis, euh, mais ça se construit. Et d'où l'importance de se préparer en amont, et d'où l'organisation de ce webinaire aussi pour vous présenter les appels le plus en amont possible. Merci beaucoup pour ce témoignage. Le temps avance, donc je vous propose qu'on prenne une question qui est dans le chat et qui concerne plus particulièrement les financements spécifiques à la transformation numérique sur les zones portuaires. Je ne sais pas si Serge ou Johan, vous avez repéré ce type de topic dans les futurs appels, ou si c'est plutôt à chercher du côté des appels mobilité du cluster 5, transformation numérique sur les zones portuaires. Comme ça, moi, j'en ai pas connaissance, mais on peut regarder. Enfin, Serge, je sais pas si toi, tu as quelque chose, mais en effet, on peut regarder côté mobilité. Du coup, je pourrais pas vous répondre en direct là, mais Le, comment. notre prochain webinaire porte sur donc, qui a lieu jeudi Mais, à 10 heures, porte ouais, sur les appels du cluster 5 et notamment de la mobilité. Donc, peut-être, d'accord. s'il n'y en a pas sur les volets numériques et industrie, peut-être reposer la question jeudi. Ouais, je brieferai l'équipe. Oui. Juste pour compléter, c'est certain, sur les cols du numérique, il n'y a pas, j'ai pas vu de colle comme ça, il n'y en a pas. Sur les cols IA, on a identifié un certain nombre de cas d'application ou de cas d'usage. Il n'y en a pas. Il y a healthcare, il y a drug and pharma, il y a télécommunication, espace, et puis véhicules autonomes. Mais sur les ports, les aéroports, j'en ai pas vu, très Ok, honnêtement. très bien. Merci beaucoup. Voilà, à voir peut-être jeudi pour le webinaire sur les appels du cluster 5 et en particulier du volet mobilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la présentation de Jump Europe, qui est un outil complémentaire à DIAC PTI et au MRSEI qui ont été présentés un peu plus tôt? Je n'en vois pas pour l'instant. Donc, Manon, je te laisse prendre la main sur Jump Europe. Merci Zoé. Peut-être que je vais te laisser passer les slides comme il n'y en a que 2. Oui, je vais vous parler de Jump Europe, qui est l'outil d'aide au montage de projets européens développé par la région Normandie, donc la direction Europe et internationale de la région. Nous avons mis en place depuis 2 ans maintenant cet outil qui vise à accompagner les porteurs de projets normands dans le dépôt de projets aux appels de la Commission européenne. Donc, l'accompagnement se structure en un appui d'un consultant expert en financement européen, et les acteurs normands peuvent bénéficier de 2 formules, soit 60 heures maximum d'accompagnement dans le cas où le porteur normand est chef de file du projet, et jusqu'à 30 heures d'accompagnement dans le cas où le partenaire normand est donc partenaire du projet, ou s'il s'agit d'un redépôt d'un projet qui a déjà été déposé auprès de la Commission mais qui n'a pas été sélectionné la première fois. Donc, Jump Europe est structuré en 3 lots thématiques. Un premier lot thématique sur la transition énergétique et climatique, l'environnement, la mobilité durable. Et donc, sont concernés les projets qui sont déposés dans le cadre des programmes comme LIFE, Horizon Europe, Interreg, etc. Un deuxième lot thématique plutôt orienté sur le numérique, la recherche et l'innovation,
l'internationalisation des entreprises. Et donc là sont concernés les projets qui sont déposés auprès des programmes comme Horizon Europe, mais aussi Europe numérique, le Fonds de l'innovation, Interreg, etc. Et enfin, un dernier lot, plutôt orienté sur les enjeux de citoyenneté, jeunesse, éducation, formation, culture, industrie créative. Et donc sont concernés les projets déposés auprès des programmes Erasmus+, Serve ou encore Europe créative. Donc, sont éligibles tous les projets qui souhaitent qui sont déposés dans le cadre de ces programmes cités, et ne sont pas éligibles les projets qui souhaitent bénéficier de financement FESI, type FEDER, FEADER, FTJ, etc., ou les projets déposés dans le cadre du MIE, du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Donc, l'accompagnement de Jump Europe peut porter sur différentes activités, comme un soutien méthodologique à la compréhension des questions du formulaire de candidature. Ça peut être un appui à la rédaction. Ça peut être aussi un appui à la relecture du dossier, une analyse critique du dossier d'un point de vue extérieur. Ça peut être de la recherche de partenaires, de l'aide au dépôt sur les plateformes de la commission, de l'aide à établir un budget aussi. Enfin voilà, ça peut porter sur différents volets du montage d'un projet européen. Et donc sur la slide suivante, vous retrouvez toutes les ressources qui peuvent être utiles sur Jump Europe, différentes fiches d'information, le lien pour déposer votre demande, etc. Et notre adresse mail si vous avez des questions. Et peut-être pour compléter, donc la région Normandie attend de la part d'un porteur qui souhaite bénéficier de Jump Europe qu'il ait déjà identifié son programme de financement européen, qu'il ait aussi idéalement identifié son appel. C'est un plus. Le porteur doit aussi avoir des pistes solides de travail, donc déjà une bonne idée de son projet, et qu'il puisse avoir les moyens de s'investir pleinement dans le travail d'accompagnement, parce que on peut accompagner avec un consultant jusqu'à 30 ou 60 heures, mais ça reste une petite partie d'un montage de projet, donc il faut que le porteur puisse se saisir de son projet et aussi compléter la réponse à l'appel. Et enfin, petit point d'attention, le soutien de Jump Europe est conditionné à un dépôt de candidature. Donc, la région Normandie attend à la fin de l'accompagnement une preuve du dépôt du projet. Voilà, c'est une petite condition de la région pour bénéficier de Jump Europe. Et je pense que j'ai tout dit. N'hésite pas, Zoé, à me compléter si j'ai oublié des points sur Jump Europe. Et sinon, petit complément sur cette slide, donc vous retrouvez nos informations à Zoé et à moi, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Aujourd'hui, vous avez participé à un webinaire sur Horizon Europe, mais on est aussi en suivi d'autres programmes sectoriels européens. Et donc, si vous avez des questions plutôt sur des programmes en lien avec la recherche, l'innovation, le climat, l'énergie, n'hésitez pas à solliciter Zoé. Et si vous avez des questions plutôt orientées sur les enjeux urbains, éducation, culture, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes nos informations sur cette slide, et on sera là pour répondre à vos questions au besoin. Voilà. Merci beaucoup, Manon. Alors, je vois que Joanne, vous avez répondu à la question d'Antoine sur les appels sur la transformation numérique sur les zones portuaires et aussi la décarbonation. Donc, en effet, c'est plutôt dans le cluster 5, le volet mobilité du cluster 5 qui sera présenté jeudi. Donc voilà, un peu de patience pour la présentation de cet appel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez nos adresses email de toute façon dans la présentation que vous pourrez télécharger. Donc vous aurez toutes nos infos de contact. Oui. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? J'entends ou c'était un micro ouvert par inadvertance. Visiblement, oui, c'était plutôt ça. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas, vous avez encore quelques secondes pour poser vos questions ou lever la main. Et si ce n'est pas le cas, un grand merci pour votre participation à ce webinaire. Encore une fois, tout sera disponible dans les prochaines heures sur le site L'Europe s'engage en Normandie. Un grand merci à nos intervenants de BPI France et de WeCycling pour leurs interventions, leur retour d'expérience. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous pour l'organisation. Merci.
Merci, au revoir. Merci, au revoir.